qui fait la queue pour le plaisir d'une exposition au Grand Palais. Certes, tout ne me plaît pas dans notre histoire. Je ne peux admirer la Commune de Paris qui a voulu livrer aux flammes la capitale, le Louvre compris. J'ai bien du mal à comprendre la fascination pour ce trio mortifère et assassin que sont à mes yeux Marat, Danton et Robespierre. Mon cœur se révolte quand je pense à cette forme d'antisémitisme ancrée au cœur de certains de nos compatriotes depuis des décennies. Et que dire de Pétain, de Laval, de Bousquet? Que dire de notre jalousie nationale et même de nos penchants répétés pour la Révolution, les têtes coupées et la violence? Tout ceci, je l'ai bien présent à l'esprit, mais il n'empêche. Notre peuple est dans le même élan, capable comme nul autre dans le monde de brio, de générosité, d'inspiration, d'épopée, de désintéressement. Je me sens définitivement de ce sang, de cette langue, de cette culture, de ce peuple. Je le prends comme un tout, j'accepte tout, faiblesse comme grandeur. Il y a une continuité historique du peuple français qui aujourd'hui encore me fait rêver. Écrire des mémoires n'était pas mon but. Curieusement, je me sens trop jeune pour l'exercice. D'ailleurs, je ne suis pas certain qu'on puisse être le meilleur observateur de sa propre action. Les historiens, les journalistes, les observateurs, les spécialistes, certains de mes anciens ministres même, ont déjà beaucoup écrit. La production est impressionnante en quantité. Quant à la qualité, chacun est à même d'en juger. J'ai préféré parler de ce que j'ai vécu, sans genre chronologique, sans souci thématique, sans arrière-pensée politique. Je veux parler de la vie, de ce que fut la mienne en même temps que celle des Français, de ce qui, au-delà des contraintes, de l'actualité, du combat politique, m'a touché, m'a enthousiasmé, parfois même bouleversé. Il s'agit de raconter un peu d'une vie qui n'est pas au-dessus des autres, cela va de soi. Je sais trop combien chaque existence est un miracle, à la fois si semblable et si différente. Je n'ai pas voulu l'enjoliver, la dramatiser, la mettre en scène. Peut-être que certains lecteurs retrouveront dans ce long cheminement des sentiments qu'ils ont eux-mêmes pu éprouver. Cette proximité fera comprendre, c'est en tout cas mon vœu le plus cher, pourquoi j'éprouve une profonde reconnaissance envers chaque Français de m'avoir permis de vivre à leur tête un moment de leur histoire. Cette histoire de France qui demeurera toujours, à mes yeux, un miracle. Tout a commencé à Nice, en un dimanche ensoleillé de la fin du mois de juin 1975. Cela sera ma seule concession à l'ordre chronologique, parce que c'est ce jour-là que ma vie a basculé. À l'époque, j'étais bien loin de l'imaginer, et pourtant 44 ans plus tard, je suis bien obligé de me rallier à cette évidence. Jacques Chirac était Premier ministre, Charles Pasqua en charge de l'organisation de ce grand événement qu'étaient les assises de l'UDR, avait demandé qu'on invitât quelques dizaines de jeunes de son département des Hauts-de-Seine. J'étais du nombre. Je n'étais jamais allé à Nice, pas plus que je n'avais vécu, du moins ainsi de l'intérieur, un quelconque événement politique. J'avais 20 ans et de nombreux copains de mon âge. Je persuadais sans mal quelques-uns de me suivre dans l'aventure. Ils le firent davantage par amitié que par réelle conviction. L'un d'entre eux avait à sa disposition l'appartement de sa tante, qui se trouvait sur la promenade des Anglais. Nous y passâmes la nuit à moindre frais, ce qui coïncidait heureusement avec mon maigre train de vie d'étudiant. Le voyage fut épique. Nous prîmes le train couchette qui mettait toute la nuit pour traverser la France du nord au sud. 6 couchettes par compartiment. Je découvrais avec bonheur la fraternité militante, le sentiment d'appartenir à une famille, de nouveaux amis de tous les âges et de toutes les conditions. Nous parlâmes toute la nuit. La vie était devant nous. Forcément, elle nous appartenait. J'ignorais jusqu'à la signification du mot fatigue. Nous étions inépuisables, à force d'enthousiasme, d'espérance, de joie, de soif de tout découvrir. Ce monde politique, si nouveau pour moi, me fascinait. Je vibrais à l'énoncé de tous ces noms de personnages qui allaient s'exprimer devant nous. Même si j'étais, par mon absence d'ancienneté dans le parti, par ma jeunesse, par mon manque de connaissances, un novice et l'un des militants les plus anonymes, je m'imaginais déjà l'un des leurs. Au petit matin,
Nous arrivâmes à Nice. Le soleil était éclatant. La mer scintillait à nous en aveugler. Même l'odeur si particulière de cette côte d'Azur m'enivrait. Je fus saisi par la beauté, le charme, la musique, l'âme de cette ville. Cet amour ne s'effacera jamais. Tout me plaisait, tout m'attirait. Dès la première minute, je me suis senti chez moi. Je ne saurais dire d'où me vient cette attirance pour la Méditerranée. Non seulement elle ne m'a jamais quitté, mais je peux même dire qu'elle s'est renforcée avec les années qui ont passé. Le samedi, pour le déjeuner, nous n'avions pas les moyens d'aller au restaurant. Nous achetâmes des sandwichs tout en déambulant sur la promenade des Anglais. Le soleil, la mer, les jeunes filles, la pensée des assises du lendemain me mettait dans un état second. Je ne marchais plus, je volais. Je me souviens d'être passé devant l'hôtel Negresco. La décoration rococo, les serveuses en tenue de la belle époque, le restaurant en forme de rotonde. Avec ma naïveté de jeune homme qui n'avait rien vu ni rien connu, je ne pouvais concevoir que puisse exister un endroit plus somptueux. Je réussis à convaincre mes amis d'entrer. Il était inimaginable de passer à côté d'une telle opportunité. Je ne savais vraiment pas quand ni comment je pourrais revenir dans cet endroit que j'imaginais miraculeux. Nos maigres ressources ne nous autorisèrent pas le déjeuner. Nous dûmes nous contenter d'une glace que nous partageâmes 2 par 2. Mais quelle glace! Je me souviens encore de ce banana split où se trouvait juché au sommet une ombrelle en papier. Cela pourra paraître ridicule, mais ce jour-là, j'étais parfaitement insouciant et sans doute complètement heureux. La nuit fut courte. Je ne pus trouver le sommeil qu'au petit matin. La pression du lendemain était trop forte. Charles Pasqua, qui m'avait repéré du fait de mon appartenance alto-séquanaise, m'avait dit que je pourrais peut-être parler quelques minutes. « Cela fera bien de montrer des jeunes, disait-il, avec sa force et son accent reconnaissable entre tous. » Il est vrai qu'après la défaite de Chaban-Delmas au premier tour de la présidentielle un an auparavant, le mouvement gaulliste n'était pas en grande forme. Je ne sais pas ce qui m'effrayait le plus. Que mon premier mentor revienne sur sa décision et me prive de ce moment de gloire, ou qu'à l'inverse, il tienne son engagement et que je doive monter à la tribune. Bel exemple de mon absence totale d'expérience, j'avais la veille de mon départ écrit un petit texte sur une feuille de papier recto verso. Ce fut la première et la dernière fois car j'ai tout de suite compris que le recto verso n'est vraiment pas adapté à l'art oratoire. Le dimanche matin, nous nous mîmes en route sans tarder. Nous arrivâmes sur place au moins 2 heures avant le début des discours. La salle me parut gigantesque. J'appris par la suite qu'il y avait 5000 personnes. Mais sur le moment, ces centaines de rangées de chaises alignées me faisaient l'impression d'un espace sans limite. La tribune m'impressionna surtout. Elle faisait plusieurs mètres de hauteur, 5, 6, 8 mètres, je ne saurais dire, avec un éperon qui la surmontait, où l'orateur du moment devait prendre place. Je ne pouvais plus dire un mot. J'étais ébahi. Mes jambes flageolaient, j'avais le souffle coupé. Rapidement, les militants arrivèrent, par centaines, par milliers. Ils chantaient, criaient, s'apostrophaient, applaudissaient. Le bruit était assourdissant. J'avais des cheveux longs, je portais un jean et une veste de velours. J'étais absolument inconnu de tous et de toutes. Je ne me rappelle plus qui est venu me chercher pour me faire attendre derrière la tribune. Mes copains n'avaient pas pu m'y suivre. Après une bonne heure d'attente, on me fit prendre un escalier, puis un couloir. Une porte s'ouvrit, et à ma stupéfaction, je me retrouvai derrière Jacques Chirac, assis à la tribune, conduisant les débats et distribuant la parole. Il se tourna vers moi, une cigarette aux lèvres. Ses mots claquaient, comme autant d'ordres, dont j'ai bien senti qu'il convenait de les respecter. « C'est toi, Sarkozy ?» me demanda-t-il en lisant le papier où l'on avait dû inscrire mon nom auparavant. « Écoute-moi bien, tu as 2 minutes. À la 3e, je te coupe le micro. Tu as compris ?» Je n'ai pas eu le loisir de répondre. Je n'étais même pas sûr d'avoir compris. Je me rassis sur ma chaise, d'où personne ne pouvait me voir, jusqu'à ce que j'entende comme dans un songe. Et maintenant, je donne la parole à notre jeune compagnon.
Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.